Bonjour Léa, ravi franchement de t'avoir avec nous sur Sympathique. On va De même. commencer par une question très simple finalement. Déjà, est-ce que tu vas bien et est-ce que tu peux te présenter? Ouais, je vais très bien, merci beaucoup. Il fait un peu froid à Paris, mais ça va. Carrément. Et du coup, qui es-tu? Alors, je suis orthophoniste et je partage mon quotidien d'orthophoniste à l'hôpital sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai grandi depuis mes études où je faisais des vlogs de révision jusqu'à aujourd'hui, mon premier poste à l'hôpital et je partage ça. Incroyable. Pour commencer cet épisode, c'est le concept. On t'a demandé de venir avec une photo qui symbolise tes débuts, ton amour pour la profession d'orthophoniste. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu pourrais la montrer à la caméra et on la réaffichera ensuite après? Bah, du coup, je l'ai plus dans mes photos Ok. là. On la réaffichera du coup. Petit aléa du début. Mais voilà, on affichera la photo et c'est une photo de moi bébé du coup, qui symbolise un peu mon histoire personnelle, pourquoi je me suis lancée dans la prématurité. Et du coup, quand je suis née, on m'a trop appuyée du côté droit, donc c'est un traumatisme obstétrical et ça a un peu façonné mon histoire et j'ai grandi dans l'univers des hôpitaux et je me suis dit: «Mais je veux faire quelque chose auprès de ces tout petits bébés, c'est tellement vulnérable» et donc en faisant mes études d'orthophonie, je me suis intéressée à la prématurité et puis, bah, je suis hyper investie aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui s'est passé en fait lors de l'accouchement? Qu'est-ce qui fait que tu as eu ça? Mmh. Et justement pour bien comprendre comment ça fonctionne, oui. Alors, en fait, ma mère sentait qu'elle avait des contractions, donc elle est allée à l'hôpital, et elle sentait la tête du bébé entre ses jambes et là, c'était un peu urgent. Elle s'est dit: «Mais OK, je sens que là, je vais accoucher de manière immédiate». C'était entre le changement de service, entre le jour et la nuit et effectivement, quand, bah, il y a eu tout un process pour vérifier où en était le bébé, il a fallu accoucher, très rapidement. Mon cœur, a chuté de 120 battements par minute à 60. Donc là, voilà, il fallait, pas changer de salle, on accouche tout de suite et donc il y a eu l'utilisation des forceps et donc les forceps, aujourd'hui, on sait qu'on voit un ostéopathe derrière, que, ça peut s'arranger, mais pour moi, en tout cas, ça a été, quelque chose de marquant. En tout cas sur mon visage, pas de manière fonctionnelle, mais purement esthétique, on va dire. Du coup, comment ça fonctionne en fait? Ça a cassé les os? Qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? il y a eu, une modification de l'os en fait, comme, un écrasement OK. et donc pour compenser ce déficit osseux, le corps crée de la lymphe pour, un petit peu compenser, les endroits où, il y aurait dû avoir cette structure, au niveau du visage un peu plus normal, quoi. D'accord et après ça durcit, ça Ouais, OK. c'est ça, Donc du exactement. coup, ton expérience perso t'a donné envie de te lancer, Ouais. dans l'orthophonie parce que, du coup, tu vois tous les jours, bah, des patients qui ont eu des problèmes similaires, Ouais, des c'est ça, de aventures similaires. dysmorphose, ou tous les soins invasifs des prématurés, ça déforme, hein, ne serait-ce que sur les cloisons nasales, les bonnets qu'on peut mettre, les prises de sang qui vont induire des positions pour les prématurés. Tout ça, c'est vrai que j'en suis particulièrement attentive ou même le contexte de l'accouchement pour les parents, ça reste quelque chose de parfois de traumatisant, de très beau, mais voilà, il y a aussi des choses à prendre en compte, à ce moment-là. Je sais qu'on a la chance de parler avec des personnes de césarienne et cetera. Mmh. Et ça, c'est des gros sujets. Et Ouais. donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment tracé un peu ton fil rouge. Donc tu as su tout de suite que tu voulais faire orthophoniste. Tu avais identifié très rapidement que c'était le métier qu'il fallait faire pour parler de ces sujets-là. Comment tu en es arrivé à ce raisonnement et C'est de trop simple. c'est pas trop simple, hein. Non, j'ai grandi, naturellement, j'étais bonne à l'école et puis, un jour, en troisième, ma mère me dit: «Il faudrait vraiment que tu penses à ce que tu veux faire, La fameuse pression des la parents deadline». Donc du coup, bah, je me dis: «Je vais aller au CDI», enfin chercher dans les magazines là qui présentent les métiers incroyable. et donc j'ai ouvert le premier magazine, Onicep, je me Bah rappelle. oui, ouais, ouais. Voilà et c'était, orthophoniste. Je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est?» J'ai regardé le salaire, la première chose aussi, Dès la troisième. voilà. Et en fait, ça m'a plu. Je me suis dit: «Mais ça me plaît, c'est pour moi» et puis, je savais pas tout ce qu'on pouvait faire derrière dans ce métier et c'était vraiment un paragraphe et je me suis mis ça en tête et puis, et j'ai suivi ça. C'est incroyable. Je crois l'anecdote, elle est folle, quoi. Ouais, De ouais, rentrer ici pour peu c'est comme quoi la vie, c'est presque du des destin, quoi. rencontres, ouais. Des rencontres parce que toi, tu serais arrivé dans le CDI avec un autre bouquin, tu Mmh. serais peut-être, Ouais. aujourd'hui, Autre chauffeuse chose, d'engin sur les chantiers ou clairement. complètement différent. Trop drôle. Ouais, non, non, j'ai vraiment accroché sur ce métier et puis, après je crois qu'il y avait 3 petites lignes aussi sur, la personnalité. Il fallait que ce soit un métier empathique, qu'on soit assez doux, voilà. Donc, j'étais, à fond dedans. Et donc tu t'es lancé dans les études, tout s'est bien passé et Ça a été compliqué quand ah ouais? même, hein. Enfin, j'ai fait 1 an de prépa, à la sortie du bac. Mon premier amour me quitte à ce moment-là et là, dramatique, je le vis très mal. Donc du coup, j'ai dit: «Bon, en vrai, j'ai besoin de temps, je vais prendre un peu de recul». Mes parents sont pas du tout chauds pour que je fasse une 2e année de prépa. OK, ouais. Donc ils m'inscrivent en sciences du langage, licence pendant 3 ans que j'ai
pas super aimé. Mais après, on a appris plein de choses, notamment sur les bébés. Et là, je me suis dit: «D'accord, donc il y a des choses à faire sur le rythme, sur, la succion du bébé, on peut travailler dessus. Je veux faire de la recherche et je veux faire de l'orthophonie, je n'abandonnerai pas mon idée». Et donc 3 ans après, j'ai postulé en Belgique OK. et en France et j'ai été admissible aux oraux de Lille, mais au moment du covid, ils ont supprimé les oraux, donc les néo-bachelières sont remontées, prioritaires. OK. C'était pas grave. J'ai quand même eu ma chance, en Belgique et en Belgique, ben, je me suis lancée dans la prématurité au moment de mon mémoire. Du coup, tu es partie directement. Combien de temps Ouais. d'études, en Belgique pour compléter ton cursus Je d'orthophoniste? suis partie 3 ans en Belgique, OK. à Liège. C'était très intensif et ensuite on a l'équivalence à faire en rentrant en France et j'en ai eu pour, tout compris 1 an et demi. D'accord. Donc là, aujourd'hui, tu travailles dans quoi comme service? Tu travailles où? Quelle structure? C'est en ville, à l'hôpital? Comment ça fonctionne? Aujourd'hui, je travaille à l'hôpital, à Nîmes, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Oui, OK, voilà. Je travaille à l'hôpital et je travaille en service de réanimation, d'accord. neurologie, tout ce qui est spécialisé dans les pathologies neurodégénératives et en néonat, j'ai un petit temps, attribué. Est-ce que tu peux décrire à quoi ressemble finalement ta journée type? Parce que tu disais juste avant que les gens ne connaissent pas forcément ce que fait un orthophoniste, particulièrement plus dans ta spécialité. Mmh. Donc à quoi elle ressemble ta journée type, Elle est très variée, très riche. Je vois autant des bébés de, allez, 25 semaines, 26 semaines, jusqu'à des patients qui ont, 98 ans. D'accord. Donc sur ça, c'est très riche, mais en fait, c'est vraiment à la demande. Si, j'ai des patients en réanimation, qu'on a, sortis, du coma, il faut que j'aille les voir tous les jours pour, redéglutir le plus vite possible. On fonctionne vraiment par urgence et à la survie. Donc là, le patient, il a besoin de s'alimenter, il faut qu'il boive, il peut pas rester sondé, je vais le voir en priorité en réanimation. Il y a un bébé qui a désaturé toute la nuit, je vais pas aller le voir en priorité non plus. Par contre, le bébé qui commence à faire des bons progrès, la maman, elle a besoin de tirer son lait et d'entretenir, son allaitement parce que c'est son désir, je vais la voir aussi, après, la réanimation. Alors qu'en neurologie, là, pour le coup, j'ai des hôpitaux de jour. Donc là, j'ai des rendez-vous programmés toutes les matinées, mardi, mercredi, jeudi. Donc après ça, je vois mes patients l'après-midi, je m'organise comme ça. Mais c'est vraiment moi qui vais décider et trier selon les urgences. Je me pose une question. En Mmh. fait, à quoi ça ressemble l'orthophonie avec des bébés? Parce que j'ai fait de l'orthophonie, il faudrait que j'en fasse, encore. Et du coup, bah, on nous donne des exercices, machin, tu manges de la compote, tu plaques ta langue au palais, tu fais des exercices et cetera. Mais avec des bébés qui sont vraiment très jeunes, qu'est-ce que tu fais? Alors là, j'ai une belle anecdote sur ça. Quand je suis arrivée en service de néonatologie au moment de mon mémoire, j'ai un papa qui me dit, «D'accord, très bien, vous êtes orthophoniste. Mais pourquoi? Mon bébé, il a 30 semaines, il parle pas». Bah, je me Tu sais, ça m'a tellement marquée cette anecdote et en fait, ouais, tout le monde me dit: «Mais une orthophoniste en néonatologie?» Mais nous, on intervient au niveau de l'oralité, donc de la succion et le but, c'est que le bébé, naît prématurément, qu'il y a une sonde pour s'alimenter. On transitionne le plus rapidement possible de la sonde vers l'allaitement ou vers le biberon, selon les choix des parents, selon les possibilités, de la dyade mère-enfant et donc de pouvoir être autonome et pouvoir sortir rapidement de l'hôpital. Si le bébé s'alimente tout seul et qu'il est stable au niveau physiologique, de la température, alors il peut sortir plus vite. donc, entre guillemets, tu l'entraînes à la succion. Ouais, c'est exactement ça. Comment tu fais, concrètement? Des fois, j'ai du mal à voir. Qu'est-ce que tu donnes? Il y a des exos? Tu Ouais, c'est ça, c'est au cas par cas, mais alors moi j'ai un protocole, à base de stimulation olfactive parce qu'au moins c'est pas invasif. J'ai juste à faire sentir le bébé une odeur de lait, une odeur de vanille et là le bébé il va avoir envie de sucer. On voit les petits mouvements de bouche, c'est instinctif en fait. Il a tout de suite, envie de reprendre le contact de ses mains sur le visage. Donc il y a ça comme stimulation, il y a les stimulations, les touchés, on vient, réveiller les réflexes archaïques du bébé et puis, sinon il y a les problèmes de succion, hein. Est-ce que c'est un problème de frein de langue? Est-ce que, il y a des postures qui sont mal mises en place avec la maman, donc vraiment on intervient, c'est toujours global, ouais, c'est pas que la ouais, bouche, tu prends vraiment la globalité, quoi. c'est ça, exactement et puis après on intervient avec, les auxiliaires, qui sont, hyper importantes aussi à ce moment-là. C'est un vrai travail de collaboration tous ensemble, pas que sur le bébé. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'il y a ces comportements innés chez la personne. Ils sont là depuis ils sont ancrés dans le patrimoine génétique, c'est fou ça. On Mmh. a pu faire des recherches là-dessus, comment ça fonctionne, je trouve ça dingue. C'est-à-dire sur, les mécanismes de Bah, ouais, les succion? mécanismes, ouais, le fait de faire sentir une odeur et d'avoir tout de suite, bah, cette envie de succion, les mains et cetera, c'est incroyable. Ouais, c'est les réflexes archaïques qui se développent, dans le ventre de la maman, mais comme le bébé naît trop tôt, ben, il est sorti de sa bulle amniotique, donc il a plus du tout ça, il est coupé, il est dans une bulle complètement artificielle. Donc je me suis dit: «Mais j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il ressent?» Et puis, avec mon histoire, ça laisse des traces, la prématurité, tant pour les parents que pour le bébé.
Et donc effectivement, je me suis dit, si on va chercher quelque chose de pas invasif, les odeurs, OK, très bien, mais pourquoi les odeurs? Est-ce que son système est mature, odorat? Est-ce que ses poumons sont matures? Donc j'ai rencontré des pneumo-allergologues, pédiatriques. Donc il y a plein de spécialités qu'on découvre comme ça et puis, C'est toi qui as fait tes recherches ou c'était écrit dans les livres? alors, j'ai fait des recherches qui sont basées sur, la théorie scientifique, mais ce protocole-là, je l'ai mis en place, toute seule, en Belgique. C'est pour ça aussi j'en ai parlé, sur mes réseaux sociaux et on s'est dit: «Ah ouais, d'accord, l'orthophoniste en néonat, c'est aussi ça» et là, je me suis transformée en chimiste, à analyser les odorants, les composantes, olfactives, les molécules, pour savoir, qu'est-ce que le bébé pouvait, finalement sentir, ce qui n'était pas, dangereux pour sa santé. Ça, c'est exceptionnel. Ça, on va en parler après sur la suite, justement sur la partie réseau. Mais ouais, je pense qu'il y a du coup, aujourd'hui, bah, tu es devenu un peu, le leader d'opinion, KOL comme on dit dans la santé, qui Ouais. opinion leader sur ce sujet-là, où il y a des personnes qui vont, qui te sollicitent, toi C'est encore, encore un peu, en France en tout cas, touchy j'ai envie de dire parce OK. que, il y a tout un programme, déontologique et éthique en Belgique, puisqu'on a mis ça en place dans un hôpital. Il y a l'accord de confidentialité entre les hôpitaux qui joue. Donc par exemple, mon mémoire, j'ai pas pu le publier pour ça, parce que l'hôpital voulait, garder en fait cette, innovation, on va dire. OK. Donc voilà et qu'il faut protéger par un brevet, mais tout ça, c'est en cours. Ah, on peut avoir un brevet sur quelque chose de, Une idée, ouais, sur une idée. OK, intellectuelle, ouais. intéressant. Donc voilà, parce que derrière, on a mis en place des tétines odorisées. Ah, spécifique. Une fois qu'on a rééduqué à la succion, enfin entraîné les bébés à la succion, ils peuvent téter une tétine odorisée, à la vanille, voilà. Ça prend combien de temps à rééduquer un bébé? Jusqu'à ça c'est très patient dépendant, hein, mais jusqu'à ce qu'il soit, en tout cas, compétent et qu'il arrive à prendre suffisamment de quantité, au sein ou, au biberon. Et du coup, tu disais que tu fais aussi des patients un peu plus âgés. Ouais. J'ai une question, elle est peut-être, indiscrète, mais avec des patients qui peuvent avoir justement, bah, des petits traumatismes et cetera. Est-ce Mmh que le fait d'avoir toi-même eu un problème, je ne sais pas mh. comment le dire de manière Ouais, très ouais, ouais. élégante, je suis désolé, Ouais. mais ça aide à casser la distance avec un patient qui pourrait avoir quelque chose aussi, de Oui. handicap peut-être et cetera? Oui, parce que, les patients, on les voit post-AVC, par exemple, donc là, il y a une grosse paralysie faciale. Souvent, ils nous disent: «Ah, je suis moche» ou ils savent pas trop où ils sont. De toute façon, ils sont un peu dans le brouillard quand on les voit à l'hôpital en aigu, mais on les décomplexe tout de suite sur ça. De toute façon, tout soignant, tout médecin, Oui, tout c'est légitime. paramédicaux, on n'est pas là pour juger, mais c'est sûr que moi, si j'ai connu des opérations, des sorties d'opérations d'anesthésie, je peux encore plus en parler avec eux et j'ai aucun problème à leur expliquer, à leur dire, «Bah, voilà, mon histoire, c'est ça et puis on va passer un petit bout de temps ensemble, donc n'hésitez pas à me partager, vos ressentis aussi». Incroyable. Tu as des anecdotes justement avec des mamans, je reviens sur les plus jeunes, justement qui voient la différence et qui sont justement, bah, frustrées peut-être parce que le bébé ne t'aide pas et du coup tu changes le truc, le regard des parents, des mamans. Est-ce que des histoires un peu fortes comme ça que tu as eues? Alors en néonate, oui, évidemment, les parents se disent surtout quand j'ai fait mon mémoire, je suis toute jeune étudiante, j'ai 22 ans, j'arrive avec mon carnet dans la chambre et les mamans, elles découvrent aussi cet univers de la prématurité, elles sont hyper angoissées et moi, je dois montrer ce: «Bon, allez, j'ai confiance, je vais y aller» et je sors mes 2 pailles en silicone, avec un petit bout de compresse et je leur dis: «Bon, bah, maintenant, je vais faire sentir votre bébé». Voilà, on me dit: «Ouais», on n'est pas hyper, serein au début et puis en fait, ouais, j'ai rencontré des mamans, on a lié des liens très forts et on voit au fur et à mesure les salves de succion qui deviennent de plus en plus, longues et les bébés qui arrivent à passer au biberon et donc on a fait des films pour, suivre l'évolution et puis, voilà, les parents m'ont remercié à la fin. C'est sûr que c'est très beau de voir qu'avec, de l'odeur, sans rentrer dans la bouche et aller stimuler avec les doigts, on peut, rééduquer comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres techniques aussi de Ouais. stimulation plutôt manuelle? On peut mettre les doigts dans la bouche, passer sous la langue, stimuler sur les joues, aller appuyer, bon, c'est assez, invasif encore une fois donc il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. C'est quoi pas les pathologies, mais les problèmes que tu rencontres le plus en néonat, hein, sur les bébés? Donc là, tu as ces soucis de succion chez les prématurés. Mmh. Qu'est-ce que tu constates d'autre? Bah, tu as peut-être les problèmes à l'accouchement aussi? Est-ce qu'il y a d'autres, Bah, il y a beaucoup de prématurés. Moi, c'est vrai que je m'occupe beaucoup des prématurés, donc c'est vraiment ça, c'est: «Allez, on va chercher la succion». Voilà, il faut que le bébé soit compétent. Après, en néonatologie, on a aussi des petits poids de naissance, des bébés qui vont avoir, des reflux importants, d'autres pathologies annexes. Mais moi, je me centre vraiment sur la succion. C'est vraiment, mon dada, mon rôle, spécialisé et ensuite, c'est les infirmières et les auxiliaires qui prennent le rôle, sur tout l'aspect, santé.
Pour théoriser la technique que tu as développée, qu'est-ce que tu as consulté? Ou est-ce que tu as lu? Est-ce qu'il y avait des personnes ressources? Comment tu t'y es pris, en fait? Parce que c'est fou, vraiment, tu as Ouais, pris, un peu la cape de détective, la loupe et tu es allé à la recherche, d'indices pour, ouais, c'est vraiment ça. J'aime bien sortir 1, 2, 3. J'aime bien sortir des sentiers battus et je me suis dit, bah, on était, post-période Covid. Covid égale, on n'a plus d'odorat, on n'a plus de goût, ça se rééduque avec les orthophonistes. Donc bah, je vais vraiment faire ça, en fait. Je vais me dire, pourquoi ce protocole, je pourrais pas l'appliquer aux petits bébés prématurés? Et j'ai cherché, un peu sur internet, sur Google Scholar, ce que je pouvais trouver. Maintenant, il y a très peu d'études sur le sujet, très peu de chercheurs, mais j'ai contacté un peu, tout le monde, dès que je pouvais avoir un appel, dès que je pouvais trouver un document, voilà. Et c'est pour d'ailleurs, c'est très bien que tu me poses la question, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement peu de ressources que j'ai décidé de lancer ma formation, en néonatologie, Trop bien. où je dis, voilà, comment une orthophoniste peut aller, intégrer, un service de néonatologie, le fonctionnement de l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait avec un bébé prématuré? Qu'est-ce que c'est un bébé prématuré quand on n'en a jamais vu? C'est petit, ça fait une demi-baguette de pain pour les plus Bah, petits, la comparaison quand même est toute drôle. bah, ouais, ou une plaquette de chocolat C'est pour les plus petits, on va dire, donc c'est quoi voilà. le bébé le plus prématuré que tu as pu voir? Bah, 500 grammes. 500 grammes. Là, on était à 26 semaines, 25 semaines. Là, c'est vraiment on est sur un fil, de la vie. Là, c'est très dangereux et puis, il y a des tuyaux partout, il a des petites lunettes, on est dans une, ambiance très tamisée dans la chambre et à tout moment, il y a une équipe de réanimation qui arrive, pour ce petit bout, quoi. Donc ouais, mais je l'ai jamais rééduqué, c'est trop tôt pour, que moi j'intervienne, mais puis malheureusement, il est décédé celui-là, mais on pense, bien aux familles dans ces moments-là. Ouais, pas facile, hein. Mmh. Tu as eu des situations comme ça difficiles, toi, avec des parents? Je pense que tu es Alors, confronté au à la en néonat, pas j'avoue que j'ai pas été confrontée à part ces moments-là, c'était pas vraiment mes patients, donc j'ai pas eu de bébés qui, sont décédés, heureusement. Par contre, ça m'est arrivé, en réa et en neuro. Ça, des situations très touchantes, ouais. avec des bébés, avec des enfants, oui, Pas forcément les des adultes. adultes aussi, ouais. Ouais, ouais, les adultes, et c'est là où on doit mettre, un voile et se dire: «Bon, j'ai des situations dans ma famille, par exemple, qui peuvent faire écho, des pathologies qu'il y a eu dans ma famille et là, ça se répercute en face de moi». On devient un voile et on essaye de se dire, «OK, bon, c'est cette personne-là, faut vraiment que je reste dans mon rôle professionnel et pas que je transfère un peu». Tu arrives à bien segmenter? Parce que c'est pas facile, Ouais. on l'apprend pas à l'école, ça. Non, c'est vrai. J'arrive à bien segmenter parce que ça reste ma passion à l'hôpital et mon métier passion et j'ai la chance d'habiter loin de mon lieu de travail. Donc dans la voiture, c'est musique à fond, on chante, on répond aux vocaux, sur le Bluetooth. Et sur le Bluetooth, forcément. Voilà. Et puis, on coupe comme ça. Donc ça, j'arrive. Partie un petit peu, anecdote, est-ce qu'il y a des moments d'urgence, hein, que tu as vus, notamment où un patient a pu avaler massivement? Voilà, c'est sur la préparation, on avait discuté un petit peu. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu du contexte, ce qui s'est passé et Ouais. comment tu as géré ça? Alors j'ai eu une patiente, en neuro et j'ai vraiment eu peur pour ça. Je vais la voir, donc elle a un syndrome de Parkinson et elle est, hospitalisée en neuro en aigu. Voilà, parce qu'elle est sur une rechute, il faut adapter, le médicament qu'on prend à heure fixe. Donc qui dit pathologie avancée d'Alzheimer, de Parkinson, pardon, il faut absolument faire attention à la déglutition. Donc je vais la voir, je vais voir si je peux la passer en mixé pour qu'elle déglutisse un petit peu, parce que là, elle était à jeun, péros, donc pas de nourriture par la bouche. Je lui donne vraiment, allez, sa d'eau, une lichette d'eau et là, je vois qu'il y a pas de déglutition. Par contre, je vois ses yeux qui se révulsent en arrière et il y a plus rien qui se passe. Donc là, elle est complètement figée, elle arrive pas à tousser, donc je me précipite vers l'aspirateur, en fait, pour aller aspirer, sauf qu'il était pas branché Il y et a là des aspirateurs pour aller, ouais, en chambre, ouais. Ouais, ouais, obligatoire pour la déglutition. Si jamais justement il y a une obstruction, une fausse route, on doit pouvoir aspirer tout de suite et là, il marche pas. Donc là, je me dis, «J'ai pas le temps de réfléchir». Il y a la patiente qui est à côté, sans pouvoir s'étouffer, enfin sans pouvoir, au contraire, respirer. Donc je sors dans le couloir et je dis: «Il me faut quelqu'un tout de suite, il me faut quelqu'un» et en même temps, il y a la patiente qui panique derrière, donc le temps, il est extrêmement, chronométré et donc on m'apporte tout de suite le chariot d'urgence et il y a une équipe de 5 personnes qui sont arrivées et puis, elles ont branché, elles ont aspiré la patiente et ça a été, mais je me suis sentie responsable et j'ai eu très, très peur. Mais après voilà, on m'a beaucoup rassurée, on m'a dit: «Elle a bien récupéré. Dans le pire des cas, elle fera une pneumopathie», ouais. donc une infection, au niveau des poumons parce que c'était une fausse route, mais elle va bien.
mais ça fait très peur. Tu t'es posé la question de savoir ce que tu aurais pu faire mieux, ce que tu Ouais. aurais dû faire? Qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux à ce moment-là, finalement? Bah, finalement, Rien? pas grand-chose, ouais, c'est ça, parce que, je lui ai vraiment donné une mini louchette, donc ça veut dire qu'elle aurait pu faire cette fausse route aussi à la salive. Donc il fallait vraiment peut-être, laisser du temps qu'elle récupère, en tout cas, la retester juste après la prise de son médicament où elle aurait été un peu plus éveillée et peut-être pas en fin de dose comme là où elle était un petit peu plus, apathique. Voilà. Ni que ça se réduit des patients qui sont atteints comme ça? Ou c'est Ouais. assez lourd? En fait, on essaye de maintenir sur un palier le plus longtemps possible et de compenser. On sait que ces maladies neurodégénératives, ça va faire comme ça. On essaie de maintenir le palier et de trouver des adaptations alimentaires. Si, le patient mange normalement mais qu'il fait des fausses routes, on va essayer de changer des textures, mettre plus de sauce, plus de liant, mais éviter, de tout de suite passer dans du mixé et que ça dégringole, très rapidement. Et après, il y a les stimulations vocales, stimulation au niveau de la langue, de la base de langue, garder cette tonicité, voilà. Je reviens sur cette histoire d'aspirateur parce que je sais pas qu'il y avait des aspirateurs. Ah oui, oui, dans C'est tous les sens. comme chez le dentiste, en fait, où c'est Ouais, c'est ça, c'est un petit tuyau, on fait et ça aspire, dans la bouche, ouais. c'est incroyable. Ouais. Ouais, c'est faut le savoir, ouais. Il y a une autre anecdote que tu nous as racontée avec un jeune patient de 19 ans. Ouais. Pareil, est-ce que tu peux nous, J'y pense souvent à ce patient, il m'a marquée. J'étais en réanimation et on me dit: «Voilà, il y a un jeune patient de 19 ans, le contexte, c'est que, il était en train de s'amuser avec son frère. Son frère conduisait la voiture, il est monté sur le toit et son frère a mis le frein à main d'un seul coup, donc il est tombé, ouais. Il est tombé, sur le côté, droit et donc traumatisme crânien très sévère, pronostic vital engagé, donc il a fait, une longue période de coma et moi je le vois à sa sortie de coma et tout de suite, bah, pareil, il faut le rééduquer au niveau de la déglutition et de la voix et en plus de ça, il était pas très présent, il arrivait à parler, parfois pas et on commence à nouer cette relation où vraiment je le vois tous les jours, on prend confiance et comme il n'arrive pas à parler, parfois je vois sur le scope que ses battements cardiaques augmentent, d'un seul coup. Donc je pose des questions, je lui dis: «Est-ce que tu as peur?» et il me fait comprendre que oui, il me serre les mains, vraiment fort et donc j'arrivais vraiment à interpréter, ces signaux. Sauf qu'il progressait bien. On a réussi un petit peu à avaler de l'eau un peu plus normale plutôt que de l'eau mixée, hop, enfin l'eau épaissie, on passait à l'eau normale. Pareil pour les gâteaux et on était vraiment, dans cette dynamique ensemble. Et un matin, j'arrive pour le rééduquer, comme d'habitude. C'était mon petit chouchou et je vois, une équipe, dans la chambre, tout est calme et en fait, il avait fait un arrêt cardiaque et donc il est décédé, malheureusement. Donc ça m'a touchée parce qu'il était tellement jeune, je me suis dit: «Mais il va récupérer» et c'est un accident tellement bête, bah, en fait, non. Et tu avais passé combien de temps avec lui sur le J'avais passé, plusieurs semaines, hein, avec plus? lui donc ouais, le temps qu'on noue cette relation-là et qu'on avance étape par étape, forcément ça marque. Ouais. Des histoires peut-être un peu plus, «joyeuses» entre guillemets, parce que aussi finalement le travail d'orthophoniste, j'ai l'impression que ça s'assimile des fois un peu à redonner la vie. En fait, tu rééduques un patient, je parle pas là en néonat, mais vraiment des patients Mmh. un peu plus âgés qui redescendent finalement et Mmh du mh. coup tu les aides à réacquérir des capacités. Ça doit être assez grisant quand même de voir aussi, tes patients remonter la pente et cetera. Ouais, c'est beau. C'est sûr que des patients comme ça qui arrivent à retrouver la voix, enfin la voix, pas que la voix, hein, mais sur la déglutition et qui viennent nous voir après et qui nous disent: «Je me rappelle de vous, grâce à vous, j'ai découvert ça en orthophonie» et c'est hyper beau. C'est Tu as des c'est c'est parcours comme ça de gratifiant. patients qui étaient vraiment qui ne savaient plus parler, qui ne savaient plus du tout déglutir et qui maintenant revivent une vie normale? Ouais, surtout, en neuro, tout ce qui est AVC, post-AVC, où là, on a une grosse paralysie faciale, après ils sont un peu dans le flou très souvent. Ils nous voient à un moment donné de leur vie en USINV, unité de soins, neuro-intensifs. Donc là, vraiment, il faut qu'on s'occupe d'eux de manière, intensive. On les voit tous les jours, on les masse au niveau des paralysies faciales, on les fait déglutir et puis progressivement, ils changent de service. Après, ils vont en neuro, après je les revois moi en service de neuro, en hôpital de jour. Et les voir remanger, redéglutir, c'est fou et eux viennent me voir et me disent: «Ah mais il y a 5 mois, j'étais là-haut, branchée de partout, incapable de manger, l'eau épaissie, c'est dégoûtant et grâce à vous maintenant, je rebois de l'eau normale». C'est trop beau. L'eau en gelée, c'est ça? Ils mettent de Ouais, en fait, gélifiant dedans, ouais. c'est ça, l'eau gélifiée, j'ai fait une dégustation sur mes réseaux et ça a un peu surpris tout le monde On aurait et dû en amener pour faire une dégustation. ouais, clairement et ouais, c'est une poudre donc c'est pas très bon, quoi. Ouais, Faut oh terrible. non. Il y avait une autre anecdote que tu avais racontée avec, quelqu'un qui a pleuré lors d'un exercice de bisous. Ah oui, oh là Alors là, ça, c'est ouais. pareil, tu peux nous en dire un petit peu ce que c'était quoi Ouais. cette histoire? Ah, il y a tellement de petites gaffes comme ça, on s'en rend pas compte au quotidien, mais il venait de faire un AVC, donc pareil, paralysie faciale et je fais l'examen, de toute la sphère, buccale
Et donc je lui demande à un moment donné: «Bah, faites un bisou». Et il me dit: «Où ça?» Je lui dis: «Bah, là-haut», pour pas que ce soit vers moi et pour pas qu'il y ait une relation un peu ambiguë avec le patient. Et donc il regarde le ciel et là, il se met à pleurer et je vois sa famille Ah, qui me dit: «Ah bah, voilà, elle a dit la chose qu'il fallait pas dire». Et donc là, je dis: «Bah, qu'est-ce qui se passe?» Elle me dit: «Bah, sa femme, elle est décédée la semaine dernière». waouh! Et là, je me dis: «Ah, c'est compliqué. Là, c'est gênant». Donc je dis: «Non, non, mais alors, c'était pour vous dire sur le plafond». Enfin, on essaie de rebondir, on est désemparés, mais voilà, on Tu prend le plein de temps. petites anecdotes de situations de vie comme ça où tu peux pas calculer, en fait, Ouais, c'est ça, exactement. J'en ai tellement, là, tellement qu'il faudrait que je m'en rappelle d'une, mais ça nous arrive quotidiennement en vrai, hein. Tu pas pensé à faire un petit recueil, pour, Ouais, il faudrait dans le bureau, on met des post-it avec tout ce que les patients nous disent ou des petites situations un peu marquantes, mais c'est vrai qu'il y en a, ils nous font vraiment rire parfois. c'est vrai? Ah ouais, C'est quoi le plus gros fou rire que tu as pu avoir avec, avec un patient? Ah, c'est une bonne question. On devait être, forcément plusieurs, enfin à 2 avec des collègues, parce que forcément parfois on tout va seul? plus ils sont particuliers, plus on vient à 2 en fait. Non, c'est vrai que je sais pas, j'ai dû en avoir un, OK. mais là comme ça en tête, je sais pas. Tu avais aussi eu un patient avec, la maladie de Charcot, Ouais, de 40 ans. ouais. Donc pareil, tu peux redire, est-ce que c'est la maladie de Charcot? Parce que tout le Mmh. monde ne connaît pas la maladie de Charcot et qu'est-ce que tu as fait? Quel travail tu as pu faire avec ce patient? Ouais, mais alors la maladie de Charcot, c'est une maladie neurodégénérative qui en fait, te paralyse progressivement. Il y a plusieurs formes pour, rester un peu global et donc ça touche notamment, la respiration, la parole et puis, voilà, on finit pas dans un très bon état du tout. Et moi, mes 2 grands-parents sont décédés de la maladie de Charcot, OK. du côté de mon père, donc c'est une maladie que j'ai vue, que j'ai connue, que je connais bien. J'ai contacté les orthophonistes pour que mes grands-parents soient rééduqués et c'est pour ça aussi que je voulais travailler à l'hôpital et en neuro, parce que je voulais me concentrer sur la maladie de Charcot aussi. Donc C'est incroyable, d'après ce que je vois, c'est que vraiment, il y a des sujets comme ça, ouais, tu les identifies et tu vas de ma vie comme ça que je les les en creuser, ouais. et donc bah, je suis amenée à voir des patients Charcot et là, à l'hôpital, je vois un monsieur et d'habitude, c'est toujours très, très dramatique. C'est normal, il y a pas d'issue positive pour cette maladie. Mais là, ce patient, il avait 40 ans et puis il était tout mignon dans sa manière de faire. Il était hyper volontaire dans plein de choses, mais il savait autant que moi qu'il avait tout mis en place, en fait, qu'il y avait pas d'autre chose à faire. Donc il m'a dit: «Bah, je peux adapter ça», j'ai adapté ça. Bon, bah, OK, bah, je vais faire ça et j'avais rien à lui apporter de concret. Je me retrouvais un peu, bah, on sait tous les 2 quoi et en même temps, il faisait des fausses routes sur fausses routes devant moi, mais il gérait hyper bien. Il avait tout son matériel d'aspiration et cetera. Il faisait tout seul? Ouais, il faisait tout seul, ouais. Waouh, OK. Ouais, ouais et il nous a tous touchés, hein, dans l'équipe. On a pris un petit moment après pour souffler, ça m'arrive très rarement, mais il était tellement, il gérait hyper bien sa maladie, il était conscient de tout, que ça nous a tellement touchés. Voilà, donc là, on se retrouve un peu démunis, on se dit: «Bah, en fait, il sait tout faire», donc on se sert un peu à rien malheureusement, mais à part, se transformer un peu en psychologue et Mmh. puis, parler sur sa vie aussi, quoi et essayer de trouver du positif. On raconte, des anecdotes de sa vie, on échange sur nos vies et on tourne un peu l'entretien comme ça. Je sais pas, cette histoire d'aspirateur, parce que moi, je suis traumatisé des histoires de fausses routes. C'est le truc qui me fait le plus peur pour mes Ah oui, proches. bah, oui, C'est du un coup, truc qui me fait c'est un problème de déglutition, mais même pour mes proches, j'ai trop peur que ça leur arrive quand je suis pas là et cetera. C'est vraiment un truc qui me fait super peur. Du coup, je me il y dis: a tout des le monde aspirateurs. tout le monde devrait avoir un aspirateur chez Ouais, ça lui, existe. Je crois qu'aux États-Unis, ils commercialisent pas mal, ça existe. adaptable, un peu comme les défibrillateurs parce que, Ouais, je crois que c'est l'une des causes principales aussi de ouais, je pense qu'on doit s enfin, ça doit être très important. Moi, j'avais fait une vidéo sur, la façon d'avaler les médicaments. ouais. On pense qu'il faut avaler la tête enfin, pencher la tête en arrière, mais pas du tout. On risque encore plus les fausses routes comme ça puisqu'on ouvre les voies aériennes. Au contraire, il faut garder la tête bien droite, bien à ah, bien à 90° et on avale, comme ça. Bon, ça marche pas moi dans tous les cas. C'est Je suis vrai? incapable. Ça doit être un problème de langue, Oui, c'est la langue. propulsée. Il y a juste le bout qui touche le voilà, j'arrive pas à Ah claquer, oui, à voilà. propulser. Je connais, mais il faut que je me fasse rééduquer maintenant. Donc C'est pas voilà, trop tard. regardez les vidéos de Léa pour vous rééduquer, c'est hyper important. Et justement, là, l'idée, c'est de faire la transition sur, ton autre partie de vie, créatrice de contenu sur les réseaux. Mmh. Parce que là, donc toutes ces histoires, tu les partages? Comment tu les partages sur les réseaux? Qu'est-ce que tu choisis, en fait? Quel est un peu ton angle édito? Qu'est-ce que Je fais très attention à pas donner trop de détails sur les patients, OK, parce qu'en plus de ça, j'ai déjà des patients qui m'ont trouvée sur les réseaux et donc qui me suivent. OK. Donc voilà, je fais attention. Pareil, en termes d'image, je contrôle ma blouse, il y aura jamais le nom de l'hôpital dans lequel je suis, je fais très attention à tout ça. Mais en tout cas, c'est assez spontané. Je me dis: «Bah, ce matin, j'ai rencontré un patient, il s'est, passé ça, il y a eu des anecdotes marrantes, en gériatrie notamment et bah, je vais raconter ça».
ou «Ah mais moi je savais pas que l'eau épaissie ça avait ce goût-là et comment on épaissit de l'eau et pourquoi on peut plus boire d'eau? C'est possible même?» Donc je partage ça sur les réseaux et je réponds aux questions et alors, ça marche plutôt bien, J'ai perdu la question que j'allais poser, oui, sur les réseaux. le soutien justement. Est-ce que, bah, tu dois pas avoir de haters? Il y a que des personnes qui t'aiment bien? Tu reçois du soutien? Est-ce que Ouais, des j'ai pas beaucoup de haters, j'avoue, j'en ai pratiquement pas du tout, en fait. Enfin, ça je dois avoir un commentaire toutes les, je sais pas, 100 vidéos, enfin, c'est extrêmement rare. Au contraire, j'ai plein de gens de tout milieu qui me posent des questions, qui sont hyper intéressés, voilà, donc ça se c'est passe quoi bien. la vidéo que tu as préféré tourner? Le sujet de vidéo, une qui t'a marqué particulièrement? Pas forcément celle qui a fait le plus de vues, Ouais, ouais, mais ouais. Bah, en vrai, toutes les vidéos à l'hôpital, hein. Moi, j'adore l'hôpital, c'est ma passion, donc tout ce qui touche à l'hôpital et tout ce qui est, un peu dans la survie, tout ce qu'on connaît pas, tout ce qui est un peu original dans l'orthophonie, moi, j'adore partager ça. est-ce qu'il y a une justement, à l'inverse, une vidéo que tu aimerais vraiment tourner, un sujet que tu aimerais adresser particulièrement? Bah, ouais, la néonatologie, j'aimerais beaucoup filmer plus les soins, heu, comment ça se passe au niveau de l'oralité et cetera, mais après, pour des questions de confidentialité, d'image et cetera, je peux pas. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup montrer, ce que je fais. J'aimerais trop sortir mon téléphone, mais bon, alors là, on me prendrait vraiment pour, Ouais. l'influenceuse au travail, pas possible. Si tu nous, partageais ton calendrier, ton agenda là de futures vidéos, qu'est-ce qui va sortir là prochainement? Bah, déjà ma formation OK. avec, des grosses vidéos, des podcasts avec, des gros intervenants pareil, des personnalités, quand même dans ce milieu. Et ensuite, moi, encore plus de vidéos en néonatologie pour encore plus montrer, notre rôle et nos interventions, auprès des tout petits. Tu viens de dire là que si tu sortais ton téléphone, à l'hôpital, on allait te prendre un petit peu, on Ouais, allait regarder bizarrement, mais et vu que pas tu que. filmes déjà, est-ce que, comment tu perçois un peu ce décalage générationnel entre des praticiens qui sont plus âgés et toi Ça qui passe montres pas le trop, hein. conti c'est vrai? Ça dépend des personnes, des collègues, ouais. Il y a des collègues, je sens, alors elles me le disent pas ouvertement, mais je sens que ça passe pas trop, trop. Je pense que, voilà, il y aura toujours ce écart générationnel et je pense qu'aussi il faut créer la confiance. C'est pas parce que je sors mon téléphone que je vais me filmer, n'importe où, avec, n'importe quel patient, pas du tout. Je reste, quand même très professionnelle, je suis consciente de ce qui est possible de faire, pas possible. Donc ça, je fais attention et après, j'essaye de toujours rester dans des endroits neutres, voilà, Ouais. pour pas non plus, Donc tu as une interférer. vraie déontologie sur la Voilà. création de contenu, sur les réseaux. Ouais, c'est ça, Tu peux exactement. pas faire n'importe quoi et cetera. Donc tu suis un peu une charte. Je crois qu'il y a une charte d'ailleurs qui est sortie pour Ouais, les pros de santé ouais. qui communiquent sur les réseaux et cetera. Donc vraiment, trop bien. Il y a des partenariats que tu as faits qui t'ont marqué ou pas? Ouais, alors, les c'est ça la folle aventure des réseaux sociaux. Des partenariats, j'ai eu Stabilo. Donc, OK. Stabilo, je leur ai demandé de m'envoyer le rail de Stabilo que tous les étudiants en santé et médecine ont et donc, ça je l'ai eu, j'ai eu tous leurs produits, j'ai eu Pilote aussi. Donc ça, c'est les gros partenariats que Et tu j'ai as fait quoi vraiment aimés. pour eux? Ils t'ont Ouais, sollicité mais surtout? ouais, ils m'ont contactée. OK. Pour l'instant, j'ai jamais contacté de Et marque, je disais, qu'est-ce que tu as fait comme contenu avec eux? Ils t'ont juste juste dit ils m'ont dit, «Voilà, si tu as envie d'en parler, parle-en sur tes réseaux, filme-toi en train de surligner, de présenter les produits», donc c'est ce que j'ai fait. et des partenariats avec, autrement d'autres créateurs de contenu dans la santé? Tu as déjà fait des petits Non, crosses, pas encore? OK. non, mais du coup sur le podcast après, ça va arriver, très vite, hein, Ouais. avec des chirurgiens en bloc, pédiatriques notamment, c'est des métiers qu'on n'a pas l'habitude de voir donc Ouais, bah, surtout que tu as créé une petite expertise, très ouais, précise donc et d'ailleurs, comment tu as fait la passerelle entre la Belgique et la France? Maintenant, tu es revenu, tu pratiques en France, hein. ouais, Pourquoi tu es pas resté en Belgique? Puisque tu disais que tu avais développé un peu la technique en Belgique, cette ouais, idée de tétine olfactive, ce qui est assez incroyable. ouais. Heu, Bah, parce que ma vie elle est en France, OK. donc je voulais rentrer en France, je voulais travailler en France et donc j'ai fait mon équivalence comme tout le monde et puis, je voulais travailler dans un hôpital en France. Donc c'est le cas, aujourd'hui. Et quand est-ce qu'elle sort la tétine olfactive? Ah, en France? J'aimerais il faut voir. Tu C'est en cours de projet tout ça. es propriétaire ou pas d'une partie du brevet? Oui. OK, incroyable. Mmh. Sacrée non, mais sacrée histoire, je trouve Ouais. ça fou, quoi, d'être parti d'une idée et de l'avoir, creusée et Ouais, cetera. ouais, c'est vrai. Il y a des C'est moi sujets aussi. que tu creuses parce que tu on a parlé de ça, de néonates, on a parlé de maladie de Charcot. Il y a d'autres pathologies sur lesquelles tu sens qu'il y a quelque chose à faire en orthophonie Mmh. et que tu es en train de dipper un petit peu, de creuser? Oui. Alors tous les sujets où il y a pas beaucoup d'orthophonistes, où c'est très peu connu, moi j'y vais. Plus c'est original, plus j'y vais. OK. Donc la réanimation avec les trachéotomies, il y a pareil très peu de formations ou beaucoup d'orthophonistes qui se sentent pas légitimes ou pas capables d'aller travailler par manque de connaissances, alors que c'est hyper important encore une fois dans ces services-là. Donc oui, et ça passe notamment par, dans les services, il faut être capable d'aller voir les médecins et de dire,
moi, je viens rééduquer tel patient parce que il en a besoin pour ça, on pourrait mettre ça en place. Il faut vraiment aller parler aux équipes et s'intégrer comme ça. C'est toi qui creuses. Question que je me posais là, qui me vient de me passer par l'esprit, c'est quand on retire les cordes vocales à quelqu'un, comment tu les fais reparler après? C'est toujours un mystère et c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Ça s'appelle les laryngectomies totales. Ok. Donc là, on enlève le larynx. Là, il faut passer par une voie oro-œsophagienne. Donc là, c'est vraiment par le ventre, hein. Ok. C'est faire un appel d'air, c'est toute une technique. Et ensuite, on vient mettre un vibrateur pour aller faire résonner notre cavité de résonance, quoi, plus cet air-là. On dit que c'est Donc, un peu comme si on rotait, entre ouais, guillemets, c'est ça, c'est vraiment ça. Une voix grenouillée, exactement. et ça prend longtemps à apprendre, Ouais, c'est du parler temps. comme ça. Parce que c'est toute une respiration à poser. Et là, souvent, il faut des orthophonistes qui ont pas mal de connaissances aussi dans le domaine. Ok. Donc ouais, moi, par exemple, ça, j'en ai jamais vu encore. Ce serait un petit peu angoissant quand même en début de carrière de commencer tout de suite par ça, parce qu'il faudrait vraiment que je me forme. Mais moi, je fais beaucoup plus des trachéotomies provisoires, alors que la laryngectomie totale, c'est des trachéostomies. Donc là où vraiment on n'a plus de larynx, quoi. J'aurais jamais imaginé que c'était aussi large Ouais. le métier d'orthophoniste, c'est assez incroyable. Tout le monde dit ça, ouais. Je vais revenir sur les réseaux. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu peur que ton contenu soit mal interprété Ouais. ou inapproprié pour le grand public? Ouais, totalement. J'ai déjà eu peur parce que je me dis: «J'ai pas envie de faire du buzz pour du buzz». Quand je teste l'eau ou les repas de mes patients, j'ai pas envie de me dire, «C'est une façon de critiquer». Ouais. C'est vraiment une façon de me dire: «Voilà, je me mets dans la place d'un patient, il y a ça qui existe et il faut en être conscient». Parce que si on en est conscient, on peut changer les choses et intégrer, des comités je sais pas, de restauration à l'hôpital pour faire changer les choses. Tu reçois des messages de jeunes orthophonistes qui te contactent, qui te sollicitent? Parce que forcément, maintenant que tu as la visibilité spécifiquement sur un domaine où je Mmh. pense qu'il y a pas encore, beaucoup de monde, Mmh. beaucoup de médecins qui commencent à prendre la parole sur les réseaux, pharmaciens aussi, infirmières et cetera. Mais assez peu d'orthophonistes, donc du coup, sûrement la figure de proue de cette nouvelle génération, donc du coup, tu dois être sollicité. Ouais. Comment tu réponds à ces sollicitations? Comment tu les guides? Quelles sont les questions qui peuvent te faire remonter? J'ai beaucoup d'étudiantes qui me suivent et notamment d'anciennes étudiantes qui ont grandi avec moi quand, j'ai commencé à poster mes vidéos sur les réseaux. Donc je leur réponds tout le temps de manière honnête, mais j'ai beaucoup de mal aussi à répondre à tous les DM. Donc franchement, je mets beaucoup de temps, surtout quand on a une vie, à 1000 à l'heure avec l'influence, le travail, c'est pas facile. Plus, mon papa qui a un cancer à la maison où je veux gérer aussi toute la partie rendez-vous. Franchement, c'est un emploi du temps, millimétré parfois qui part dans tous les sens. Mais je prends toujours le temps de répondre à un moment donné, quelques mois après et je vais leur répondre et leur dire, concrètement où est-ce qu'elles peuvent aller en stage en néonatologie, heu, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour trouver un sujet de mémoire et cetera. C'est les questions que j'ai des étudiantes en ortho. Comment tu fais pour gérer tout ça à la fois? Ouais, bah, Question de bonne quelqu'un qui est question. pas très bien organisé, donc du coup, je suis curieux de savoir comment tu te débrouilles? J'essaye de m'entraîner tous les matins déjà pour que ce soit fait, première chose faite. De t'entraîner, Sportivement, OK, ouais. ouais. Ouais, ouais, le sport, c'est hyper important aussi dans ma vie parce que pareil, j'ai un partenariat, Nutri&Co d'ailleurs, OK. sur la santé et le bien-être et du coup, il faut que je tourne du contenu pour eux, mais en même temps pour moi. Enfin, ça fait partie de ma vie, de faire du sport comme ça. Après ça, je vais au travail et le soir, je tourne mes vidéos en même temps. Ma pause du midi, une petite pause l'après-midi, voilà et le soir, quand je rentre, on répond, on fait les vidéos des réseaux sociaux, on fait le montage, les collaborations, répondre aux mails, voilà et donc on se couche, tard, mais c'est passionnant après. Et ça t'ouvre des portes que tu aurais pas Ouais. imaginées, Ah oui, oui. Ah oui, des podcasts, des interviews, parler de mon métier, donc faut se lancer sur les réseaux, hein. tu aurais jamais imaginé ça quand tu t'es lancé? Pas du tout. Je l'ai fait, vraiment pour me motiver à réviser et à faire des vlogs pour me motiver à réviser et ça se transforme en une communauté, super et en plein d'aventures, folles donc Incroyable. mmh. On va parler un petit peu des clichés qu'il peut y avoir sur les orthophonistes. Donc je vais les lire parce que je les ai pas toutes, en tête. Alors, celle-là, elle est très drôle: «Les orthophonistes ne font que parler aux enfants et corriger les osotements». Ouais, clairement, clairement. Alors que non, pas du tout. On va couper juste à clairement, on va faire un short avec ça et du coup OK. Ouais, pas du tout. Pas du tout, du tout, non. L'orthophoniste, c'est pas que l'articulation, c'est pas que mettre le stylo dans la bouche et aller articuler, parce qu'il y avait aussi cette image-là qui ressortait. pas que les F et les V. Ouais, pas que les F, les V, le se, ze, non, 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 il y a plein de choses, l'articulation, c'est très important, mais pas que. OK. 2e cliché, à l'hôpital, l'orthophoniste, c'est que les fins de vie et la souffrance. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas que les fins de vie et la souffrance Je pense qu'on l'a puisqu'on vu, ouais. rééduque, les bébés. Ouais. Les bébés, ils ont toute une vie devant eux.
Et puis, même, les patients, neuro, qui ont fait un AVC, bah, ils vont s'en sortir, hein, la plupart des temps. C'est ça Donc que je trouve que tu as un métier qui est ultra positif parce que tu prends des jeunes patients en tout début de vie et du coup, que tu vas accompagner sur les premières étapes, des gens après, un AVC qui vont se reconstruire. mmh, Donc j'ai l'impression que tu as quand même une bonne ouais. partie positive de la vie des patients, un peu Ouais, moins c'est que vrai. dans d'autres spécialités médicales où, bah, Ouais, peut-être confrontés un peu plus à la mort ou des choses comme ça. Donc c'est vrai. Après, j'en vois quand même en réanimation, hein. Il y a beaucoup plus de décès, mais après, globalement, c'est vrai que je m'en sors bien, ouais. Il y a des belles histoires, la plupart du temps. tu fais du coup sur la fin de vie, est-ce que les orthophonistes sont utiles sur de la fin de vie? Ouais, dans les soins palliatifs aussi, on est appelé régulièrement. Ça, je savais pas ça. Ouais, bah, parce que il faut trouver le bon compromis pour garder, du plaisir dans l'alimentation et en même temps, bah, pas, provoquer de décès trop rapide parce que la personne, fera une fausse route. D'accord. Et ça notamment, bah, dans les maladies neurodégénératives où je vois régulièrement les patients, bah, il faut trouver le bon compromis, bénéfice-risque, en fait. OK, c'est intéressant ça. Ouais, Effectivement, ce qu'on on peut se dire, bah, si un patient il est en fin de vie, est-ce que c'est la priorité de faire de l'orthophonie et cetera? c'est après voilà, c'est une discussion avec la famille, avec ce que le patient veut, mais on garde en tête cette notion de plaisir. Puis même quand on peut plus parler, on peut mettre en place des tablettes, des choses comme ça pour garder, le lien avec la famille. Est-ce que le rôle de l'orthophoniste, c'est juste refaire parler les patients? On a la réponse, je pense, pour ceux qui ont Non. regardé jusqu'à maintenant. Non, pas que du coup. La succion, la respiration aussi. La Heu, respiration, OK. ouais, ouais, la respiration parce qu'il faut bien, positionner la voix pour aller envoyer suffisamment d'air, on va dire ça comme ça, très simplifié, pour aller faire vibrer les cordes vocales. OK. Donc sinon on peut avoir, une voix soufflée, enfin, il y a tellement de choses, c'est tellement complexe en fait, Tu donnes pas des conseils pour avoir la voix de Barry White, bien posée? Je rêverais d'avoir une voix de baryton, ma voix, je la trouve et bah, si en vrai, on fait aussi, il y a des orthophonistes qui sont spécialisés en voix, en chant OK, et pour les personnes, transgenres qui veulent OK. changer Oui, oui, d'identité, oui, ça je donc sais, j'ai un ami poser qui la fait voix. ça, ouais. Mmh. Incroyable. Il y a des spécialités comme ça que tu aimerais un peu, creuser? Alors la voix, ça m'intéresse aussi, ouais, OK. et être orthophoniste en prison, ça m'intéresserait aussi. En prison? Ouais, en prison parce qu'il y a des détenus, je pense que c'est le milieu carcéral. Après ça demande aussi, d'autres champs de compétences dans la mesure où il faut vraiment accepter d'aller, rééduquer des personnes qui ont peut-être, commis des actes, affreux, mais ça m'intéresse. On en parlait, c'est drôle, juste dans un épisode précédent. OK. Est-ce qu'il faut, distinguer le patient de l'humain? Mmh. Très très intéressant. Oui, bah, oui. On est là, on s'est engagé dans notre métier pour, rééduquer, sauver des vies, j'ai envie de dire à certains moments pour nous, même si on n'est que paramédicaux. Mais, oui, il faut, distinguer. Tout le monde a le droit d'être soigné, tout le monde a le droit d'être, bien traité sur le plan de la santé. C'est extrêmement dur, ouais, parce que l'exemple Mais qu'il oui. donnait, c'était, bah, un patient qui avait fait des violences conjugales sur sa femme et du coup, tu traites le gars, alors que tu as traité la femme à Mmh. qui a porté plainte et cetera et donc du coup, Ah ouais, c'est des cas, très compliqués, hein. c'est une balance personnelle et puis tu jamais formé pour ça aussi. Ouais. Ah oui, il y a plein de situations, des histoires de famille qu'on apprend, avec des patients, Oui, surtout toi qui parles avec les tu dois entendre des secrets aussi, tu dois, oui. Ah oui, oui. J'ai une anecdote sur ça, une petite patiente, donc là, j'étais en études en plus. Première patiente qu'on m'attribue, donc je fais un peu mon tout était préparé sur mes fiches et vraiment, très scolaire et elle me dit au bout d'un moment, «Tu as déjà fait une grosse bêtise?» Je me dis: «C'est bizarre, je m'attends à tout, c'est une enfant». «Non, pourquoi ça?» «Ben, moi, mon papa, il a fait une grosse bêtise». ah, Donc je dis: «D'accord, qu'est-ce qui s'est passé?» Elle me dit: «Ben, en fait», elle commence à me raconter son histoire et elle me confie, en fait, qu'elle a été victime d'attouchement de la part de son père et donc je l'accueille et j'essaye de comprendre si elle en a parlé à d'autres personnes, notamment à l'école et ce qui a été mis en place pour elle. Donc on est soumis au secret professionnel, mais dans ces moments-là, oui. je suis obligée d'intervenir et de prévenir d'autres adultes, pour sa sécurité à elle. Donc j'ai dû, prévenir le directeur de l'école, puis derrière un centre pour que cette petite fille soit placée et effectivement, ça s'est avéré vrai, puisque son père a été emprisonné, plusieurs années. Donc ouais. Dur ça, ouais, comment le soir, tu rentres, même si tu mets la musique à fond dans la voiture et que tu habites un peu loin du travail, c'est dur de Ouais. déconnecter, c'est des histoires qui Ah bah, après oui, il y a les patients quand même, on y pense tout le temps, on se brosse les cheveux, on y pense, on se lave les dents, on y pense, cette petite fille, je l'ai suivie pendant 1 an, bah, j'y pensais et après c'est des petites filles qui me retrouvent sur les réseaux sociaux en plus, qui me disent: «Ah, je t'avais vue», donc on échange mais je reste, là, tu gardes la quand même distance, factuelle, ouais, voilà. est-ce que tu as déjà pensé à te faire accompagner, toi, par un psy? Justement pour, apprendre
à déconnecter tout simplement, en fait. C'est très récent, mais ouais, là, ça y est, j'ai décidé de décharger parce que comme j'ai mon papa qui a un cancer à côté, mes 2 grands-parents sont décédés de la maladie de Charcot, ça commençait à faire un peu lourd, de me dire: «Je suis tout le temps dans ce cercle de l'hôpital, penser patient, vivre maladie, pathologie», donc je vais décharger aussi un peu et voilà. En plus de mes activités, loisirs, réseaux sociaux. Mais c'est aussi un point positif et un point négatif, les réseaux, c'est que ça me fait rester, en fait, dans cet univers de l'hôpital et on est tout le temps dedans, en fait. Ouais, clairement, mais c'est une très bonne chose, hein, la Mmh. santé mentale. Moi, je sais aussi que je consulte. Il faut promouvoir. Pour moi, je dis que la santé mentale, c'est un truc cool. Ouais, Il faut qu'on prenne le sujet à bras le corps, quoi. ouais, je trouve que c'est hyper important. Vraiment, incroyable le parcours. Alors, on va passer sur un petit segment «Tu préfères». Alors, tu préfères passer 10 séances à apprendre de nouvelles techniques innovantes ou 10 séances à renforcer les liens de confiance avec tes patients? Qu'est-ce que tu leur Mmh. apprends un truc, vraiment tu vas le former ou plutôt le connaître? Je pense renforcer quand même le lien de confiance parce qu'en partant du lien de confiance, on peut vraiment cibler et adapter vraiment la rééducation. Alors que les techniques innovantes, si je les présente aux patients, Oui, ça le fait il va pas. rien faire, ouais. Donc ouais, je suis assez proche de mes patients donc ouais, la deuxième option. Tu vois le switch, quelle est ton approche? Je sais pas que si la question elle va être bien posée, mais des patients qui arrivent, qui sont fermés et qui s'ouvrent petit à petit au fil du temps, est-ce que tu as un peu un protocole, un process que tu suis pour Leur expliquer en fait, tout simplement: «Vous êtes là face à moi, il y a une pathologie, on n'en parle pas, c'est le patient qui décide, comment ça va se passer?» Et après je leur fais, vite de l'humour, j'aime bien le contact humain donc j'essaye de décontracter aussi un peu l'ambiance. Donc après on a un sourire, de voilà, petite bague bonus? c'est ça. Tu préfères accompagner un patient qui progresse très lentement mais avec enthousiasme ou un patient qui progresse vite mais a besoin de beaucoup de motivation? Non, un patient qui progresse plus lentement, mais qui a beaucoup d'enthousiasme. Ça dépend encore une fois de sa pathologie, mais tant qu'il est volontaire et qu'il y a des choses à faire, on va le faire. Quelqu'un qui progresse très vite, mais qui a pas envie, c'est quelqu'un qui va retomber dans ses troubles potentiellement après. C'est un trouble de la déglutition infantile qui persiste, ça arrive beaucoup, hein, les adolescents en cabinet, en libéral, ils viennent pour une rééducation de langage écrit, de compréhension de texte et cetera. Ils sont pas motivés, mais ils vont quand même aller vite. Bon, c'est pas les séances les plus agréables non plus. Est-ce que ça te frustre? Parce que moi, je pense à mon orthophoniste que j'ai dû frustrer parce que j'y suis allé, histoire de je voulais y aller, mais j'ai pas fait les exos parce que du coup, il y a beaucoup Ah ça, ce oui, travail bah oui, oui. de faire les exos à domicile. C'est comme les kinés. Beaucoup de gens vont chez le kiné en attendant qu'ils leur remettent le dos en place et que tout soit réglé. Mais non, si tu fais pas tes exos, C'est je vraiment pense ça. à mon père en premier lieu qui va chez le kiné, il attend une solution miracle, mais non, c'est pas le cas, quoi. Oui, Est-ce que tu as cette frustration des fois, tu vois le patient qui revient que tu revois une séance oui. après. Est-ce que vous avez fait vos exos? Oui, oui ou non? Ouais, c'est ça, oui, 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 oui. En vrai, oui, il y a la frustration, on se dit: «Bah, c'est dommage, c'est pour lui, le but c'est pas qu'on reste ensemble toute la vie, hein, c'est qu'à un moment donné, on prenne, chacun, nos distances parce que le patient a réussi à s'en sortir et à être rééduqué». Incroyable. Tu préfères faire partie d'une équipe où vous partagez toutes vos idées et méthodes ou une équipe où chaque réussite de patient est célébrée? Chaque réussite est célébrée. OK. On a toutes des façons de faire, différentes. On a le même diplôme, le même métier, mais on va pas avoir de contact, pareil. On va utiliser une technique, l'autre une autre technique. Donc vraiment, c'est chacune, fait comme elle le sent et puis on partage, les réussites, déjà au bureau, on en parle entre, 2 patients, en prenant un café donc Alors, un dernier tu préfères un patient qui te surprend avec un mot nouveau chaque séance ou un patient qui réutilise avec plaisir ce que tu lui as appris la semaine précédente, hein? je pense qu'on se marre mieux avec un patient qui utilise un mot nouveau à chaque séance et qu'on pourrait inventer une sorte de rééducation sur ça, rebondir, ça pourrait être marrant, ouais. Tu pas eu, des patients, ça je trouve ça incroyable, qui font un coma et qui se réveillent en parlant une autre langue? Alors pas une autre langue, mais qui ça n'a aucun sens. Là, j'en ai eu un, il y a pas longtemps, complètement désorienté, il va me dire, «La feuille verte sur le toit de ma grand-mère». Ça n'a aucun sens, voilà et on lui pose des questions et puis il répond toujours de manière décalée. Puis d'ailleurs, il était très perdu dans l'espace, Donc maintenant peut-être, les dernières parties pour finir, cet épisode, quelles sont tes perspectives là? Comment tu te vois évoluer? C'est à quoi il ressemble, le futur de Léa? alors toujours travailler à l'hôpital, parce que c'est mon métier passion et puis toujours, garder cette influence et pouvoir encore plus, faire de grands projets pour démocratiser le rôle de l'orthophoniste en néonatologie. Je pense aussi parler de la réanimation à terme, OK. parce que, c'est très important et que c'est encore trop peu évoqué et puis, partager, démocratiser, voilà.
principalement. Peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore, comment on te retrouve sur les réseaux? Mes réseaux sociaux, c'est un bout de moi. Donc voilà, j'ai beaucoup de roses sur mes pages, c'est ma couleur préférée, donc on me retrouve comme ça, une image rose et un bout de moi. Pourquoi du coup un bout de moi? Et bah, parce que je voulais parler, de ma vie d'orthophoniste, c'est qu'un bout. Après, il y a le sport, après, il y a la partie sur ma joue, j'en ai quand même un peu expliqué, sur les réseaux. Donc tout ça font des petits bouts de moi, donc un bout de moi. Un bout de toi, ouais. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer au futur des orthophonistes, hein? Alors oui, les études sont très difficiles, beaucoup m'envoient des messages en disant que c'est un peu la dépression et c'est le cas, hein, les études de santé généralement. Mais continuez, il y a la lumière au bout du tunnel et tout ce qu'on peut faire après, une fois qu'on est diplômé, c'est incroyable. Et on peut se lancer sur les réseaux et on peut en parler ou même pas forcément. Il y a plein de formations, il y a plein de choses à faire. Ça se concentre pas que sur ce qu'on voit en études et le côté très stressant et pression, on est très libre dans notre Je pense que tu métier. as bien répondu, même sur la partie cliché, parce que Oui, je les avais aussi. Moi, on a tous l'idée de l'orthophoniste que tu vas voir parce que tu prononces mal un mot, que tu n'arrives pas à lire V, F, que tu fais pas la différence, etc. Mmh. Et du coup, tu ouvres aussi un champ des possibles. Et en plus, au-delà de ça, c'est que tu crées des nouvelles sous-spécialités. Ouais, c'est ça. Donc, C'est un métier qui va se démocratiser de plus en plus. On a un rôle qui tend presque sur le côté médical avec la survie comme ça. Donc oui, on va être amené à intervenir dans plein de services, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a aussi la pneumo, la cardio, les soins palliatifs, la néphro. Tous ces services-là, on est appelé aussi. Donc c'est un sujet qu'on n'a pas abordé spécifiquement, mais j'en ai entendu parler des retards de développement des bébés Covid, tous ceux qui sont sortis pendant le Covid ou même les jeunes, etc. C'est des choses que tu vois ou pas sur... alors non, parce que moi, du coup, c'est en service, donc en néonatologie, j'ai pas de rééducation, en pédiatrie. Mais oui, c'est vrai que c'est un sujet dont on entend pas mal parler. Parce que, c'est enfin, la seule explication un peu logique, après il y a plein d'études qui sortent sur le sujet, il faudrait aller voir, mais c'est que, ces enfants-là ont moins été à l'école, en fait, au tout début de leur apprentissage et parfois il y avait plus d'écrans aussi au moment du covid, donc est-ce que ça a pu jouer sur, leurs troubles, voilà? Est-ce qu'il y avait un bain de langage suffisant à côté avec la famille? Voilà, Ça, c'est assez c'est d'accord. point d'interrogation. Ok. Mmh. Et les dernières questions, on t'a demandé, je ne sais pas si tu l'as fait, de préparer un serment de Oui, l'orthophoniste. ouais, Si tu veux nous le partager, nous le lire, à carrément. toi de jouer. Alors, moi, orthophoniste, engagée en néonatologie, je fais le serment solennel, mais pas trop, d'être l'humain le plus calme, patient et créatif du service, même quand l'alarme du SCOP sonne à la 10e tentative de succion. Je promets d'apporter douceur, compétence et un peu de divination pour comprendre ce qu'un bébé de 900 grammes essaie de nous dire avec une grimace. Je m'engage à toujours respecter les bébés qui font des apnées juste quand le médecin passe, les parents qui veulent bien juste regarder mais qui finissent les mains dans la couveuse, et mon café qui refroidit à chaque fois que j'ai prévu de le boire chaud parce que j'ai trop de patients. Je promets de ne jamais sous-estimer la puissance d'un pot à pot bien calé, d'une tétine aromatisée à la vanille, et d'un parent qui a dormi 2 heures mais qui reste debout par amour et par café. Je jure de défendre le droit de chaque bébé à pleurer pendant les bilans, mais s'endormir pile quand j'ai terminé. À faire fondre un service entier avec un premier réflexe de succion. Je m'engage à être une alliée pour les familles, une traductrice de pleurs et de micro-signaux, une ninja de la tétée, de la coordination succion, déglutition, respiration, et une fan inconditionnelle des petits progrès invisibles. Je promets de continuer à me former, à partager des stories Instagram éducatives, à répondre à la fameuse question « Une orthophoniste en néonatologie, mais pourquoi le bébé ne parle pas encore ?» De ce métier un peu fou mais tellement beau, je choisirai d'être là, avec mes fiches, mes stylos, ma vanille et tout mon cœur. Bravo, c'est super. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur Sympathique. Et on va Merci à suivre vous. tes aventures avec grand plaisir. Et je pense qu'on ira te voir dans ton service, faire un petit reportage sur place pour voir à quoi Carrément. ça ressemble l'orthophonie dans la pratique. Merci beaucoup. Trop bien. Super. À Merci bientôt. à vous. À bientôt.